Oui, donc voilà, donc cette réunion, pourquoi? C'est la question de la dette, elle est publique et elle est aussi privée. Et nos gouvernants libéraux ont pour habitude de s'appesantir sur la dette publique tant elle leur sert à peser sur les budgets et les dépenses publiques. Mais la dette privée est bien plus dangereuse pour nos économies. On n'a qu'à se référer à la crise des subprimes pour voir ce qui s'est passé ces dernières années. Cette dette privée, elle pèse sur les économies de certains pays. Et l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Argentine montre bien que tout un peuple aujourd'hui, avec la dérégulation qui se met en place par le nouveau président argentin, fait que la population se mobilise pour essayer d'avoir un audit de cette dette, pour voir les rapports avec le FMI, pour voir comment se passe la question des capitaux qui fuient l'Argentine. Donc l'enjeu de cette rencontre est donc c'est une première sensibilisation. Alors c'est pas sur la dette publique, c'est sur la dette privée, et voir quels sont peut-être les outils qu'on pourrait mettre, les outils réglementaires qu'on pourrait mettre en place pour une gestion plus démocratique de cette dette. Donc pour moi, j'ai fait cette réunion pour que ça soit un début sur cette question-là, bien que ce débat, il est bien sûr porté déjà par pas mal d'associations, et notamment le CADTM. Donc je vous présente bien sûr les camarades qui sont là. Donc Éric Toussaint, que vous connaissez sûrement, membre du conseil scientifique d'Attaque, coordinateur scientifique de la commission pour la vérité sur la dette grecque, et aussi qui a été membre de la commission d'audit de la dette de l'Équateur. Bon, il se présentera d'autres tellement de travaux et de déplacements dans le monde entier sur cette question qu'on pourra peut-être dans le débat intervenir là-dessus. Je vous présente également Patrick Sorin, qui est un collègue à moi, parce qu'on était syndicaliste dans les banques, et qui, lui, est aussi au CADTM, et qui a travaillé, qui a été membre de la commission d'audit de la dette grecque également, et qui a aussi travaillé sur la question des emprunts toxiques, qui a eu, à un moment donné, qui avait fait l'actualité en France. Voilà, donc Patrick interviendra dans le débat si c'est nécessaire. Il y a aussi Maxime, qui est aussi du CADTM, qui est là aussi avec nous. Bon, et puis je vais laisser à Éric peut-être une introduction, parce que je sais que ce thème lui est cher. Il en a même écrit un petit livre à l'Assemblée nationale. Et donc, je lui laisse la parole pour introduire cette question. Ouais, merci Michel. Et je suis content de me retrouver à côté d'Éric. C'est pas la première fois, loin de là. Je pourrais peut-être pas rester à tout le colloque, je précise. Hein, tu m'as demandé d'introduire, mais j'ai d'autres choses. Je vais essayer d'être rapide, parce que ce qu'on a envie d'entendre, surtout, je pense, c'est les personnes qui travaillent sur ce sujet, notamment l'abolition des dettes illégitimes depuis longtemps. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est quelque part la question de la dette. C'est pas un choix économique, la manière de l'utiliser, c'est d'abord un choix idéologique. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut se dire. En réalité, il n'y a pas de rationalité économique qui est sous-tendue par la dette. Il y a une fonction, tu l'as dit, la fonction très clairement de servir de la dette, c'est au service de la baisse des dépenses publiques, c'est-à-dire pour aller vite, l'affaiblissement de l'État social, on va dire, hein, dans tous ces domaines, et puis aussi, pour rembourser la dette, la privatisation de bien des services publics, ou au moins des entreprises publiques. Donc c'est ça la fonction. S'il y avait un exemple à dire pour montrer que c'est idéologique, c'est que on a quand même failli privatiser ADP, dont les intérêts rapportaient à l'État beaucoup plus que les taux d'intérêt de la dette à l'époque étaient négatifs. On nous a dit on va privatiser ADP, comme on nous a dit on va privatiser les autoroutes, parce qu'il ne faut pas que la dette explose, sauf qu'à l'époque, les intérêts de la dette, ils étaient quasiment négatifs. Bon, alors que ça rapportait beaucoup plus à l'État. Donc on voit bien que là, il y a une question de choix idéologique, c'est pas rationnel cette histoire. Bon.
Ça, c'est une première chose, je voudrais dire, je cite cet exemple, mais on pourrait en avoir deux. Deuxième chose auquel il faut évidemment tordre le cou, c'est l'idée que, véhiculée par les économistes libéraux et surtout leurs représentants politiques, on va dire, enfin en tout cas, c'est l'idée que la dette est à ce point grave qu'il y a un risque de faillite de l'État, c'est quelque chose d'insupportable. Alors, chacun sait que si on rapporte la dette par rapport au PIB, et non pas, c'est-à-dire si on rapporte, on voit que quelque part on est très loin d'avoir un problème majeur. Et si on les rapporte surtout au patrimoine global de chaque pays, alors là, on est plus que tranquille. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'à chaque fois que vous avez un partenariat public-privé, je pense par exemple au Lyon-Turin, qu'est-ce que font les investisseurs? Ils demandent une seule chose, c'est la garantie des États. Le reste, ça leur pose pas. C'est la garantie des États. Parce que dès lors qu'ils ont la garantie des États, ils savent que de toute façon, ils seront remboursés. C'était vrai pour le Lyon-Turin. Ils ont demandé la garantie de l'État italien à l'époque et France, et c'est vrai pour tous les partenariats publics-privés. Donc on voit bien que s'il y a bien un acteur dans la situation économique internationale qui ne risque pas la faillite, c'est bien en réalité les États, du fait du patrimoine sur lequel est adossé, sur lequel ils s'adossent. La deuxième chose, c'est que au moment où il y a eu c'était un peu l'origine de mon petit bouquin, donc la chaîne de la dette, pendant qu'il y a eu la question de la crise des subprimes, il y a eu dans cette assemblée, il y a eu des cris du cœur assez étonnants. Moi, je me rappelle d'Eric Woerth, je commence là-dessus le bouquin. En gros, crise des subprimes, pas des crises des subprimes, la crise du Covid, on se retrouve comme pour la crise des subprimes, tout d'un coup, il faut bien augmenter la dette parce qu'il y a des choses beaucoup plus vitales qui sont en cause, et notamment, tout simplement, par exemple, que l'économie ne s'écroule pas. Donc on nationalise notamment quasiment tous les salaires, c'est ce qu'on a fait. Et donc on a gonflé la dette. Qu'est-ce que dit Eric Woerth dans l'Assemblée? Il dit de toute façon, chacun sait qu'on ne rembourse jamais la dette. Voilà. Moi, ça m'est resté là, figé, parce que c'est le même qui nous fait des chantages permanents à la dette. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, en gros, que le stock de la dette, chacun sait qu'il est renouvelé en permanence. C'est-à-dire qu'on roule en permanence la dette. Et que la seule chose qu'on paye, c'est la charge de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt de la dette, effectivement. Mais c'est ça qu'il faut regarder. Donc, les économistes qui nous disent, il y a des milliards d'euros de dettes et qu'ils rapportent au PIB d'une seule année, non seulement ils comparent des flux et des stocks, mais en plus de ça, ils font quelque chose qui n'a aucune utilité économique. La seule chose qu'il faut voir, c'est les charges de la dette chaque année. Et les charges de la dette chaque année, là encore, on essaye de nous faire peur pour pas grand-chose. On nous dit, par exemple, de mémoire, on nous dit en 2027, avec les taux d'intérêt montants, on devrait être à 74 milliards de taux de charge de la dette au lieu d'un peu moins de 50 aujourd'hui. Et donc, par rapport à il y a quelques années, on l'a plus que doublé. OK, mais par rapport au pourcentage du PIB, ce n'est pas vrai. Et c'est le seul calcul réel qu'il faut faire. Donc on va en gros passer de 1,9 à 2,3, quelque chose comme ça. Dit comme ça, on voit bien qu'on est dans une dimension qui est beaucoup moins catastrophique que ce qu'on nous annonce, et on nous fait du catastrophisme pour justement les raisons que je vous ai expliquées. La troisième chose qu'il faut aussi, que je voudrais dire, et l'avant-dernière chose dans mon introduction que je veux rapide, c'est que je remarque que la dette, à certains moments, heureusement qu'elle existe pour sauver le système capitaliste. Voilà, pour aller vite. Et là, dans ces cas-là, il n'est pas regardant. Les deux exemples récents où la dette a absolument explosé, c'est deux exemples où on est venu au secours de l'économie. Alors le premier, c'est au secours des banques, c'est les subprimes. La dette sous Sarkozy, elle s'envole considérablement, au point où Sarkozy sera à un moment donné obligé de dire, je le rappelle aussi dans le bouquin, qu'il faut peut-être envisager de nationaliser les banques, parce que ça aurait pu être la solution à l'époque. Au lieu de renflouer les banques sans condition, ça aurait pu être de les nationaliser. Donc on est dans une situation où la dette, on l'augmente considérablement parce qu'il faut bien venir au secours des banques. Et là, avec le Covid, on voit bien qu'on est sur un autre registre qui a été de faire en sorte que l'économie ne s'écroule pas complètement. Donc la dette, elle est bien... La dette, c'est cette horreur... monstrueuse représentée par les néolibéraux, on voit bien qu'à certains moments, heureusement qu'elle est là, c'est-à-dire heureusement qu'on peut actionner des déficits, parce que sinon on serait dans une situation qui verrait leur économie s'écrouler.
Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut assumer de dire d'abord la dette, elle est nécessaire. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention au discours où on rentrerait dans une logique où, quelque part, on irait à l'encontre des dettes. Chacun peut comprendre qu'un État ou n'importe quelle collectivité, n'importe quel cadre humain collectif ne peut pas, par exemple, assumer sur une seule année des choses des investissements et même des fonctionnements. Moi, je pense qu'il faut le dire aussi, parce que moi, je ne sépare pas comme ça fonctionnement et investissement, c'est plus compliqué que ça, vont servir en réalité pendant des années. Donc, c'est normal, quelque part, de s'endetter, et c'est pas un problème majeur. Donc, je pense que, il faut l'affirmer. 2, il faut effectivement avoir aussi une analyse sur, puisqu'on donne une pression là-dessus, puis que la dette représente quand même aussi une dépense chaque année, il faut regarder ce qui est illégitime, ce qui est le propre du comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Bien. Et récemment, c'est pour ça que j'ai proposé, moi, de dire lâchez-nous la dette et en réalité d'annuler la dette dite Covid. Je pense, par exemple, que collectivement, on peut décider à un moment donné, justement, d'annuler des dettes qui sont provoquées par des situations extraordinaires et qui n'ont pas à être traînées comme un fardeau pendant des années. Bon, la dette contractée par le Covid, en plus, c'est assez pratique parce que la Banque centrale européenne a rompu avec toutes ses propres règles et traités. C'est une dette qui a été rachetée par les banques centrales, donc qui nous appartient. Voilà, à peu près à hauteur de plus de 20%, même plus de 20% maintenant, même s'ils sont en train de la revendre, c'est ça le problème des dettes. Bon, on voit bien que cette dette-là, on ne ferait même pas défaut sur les marchés si on décidait de l'annuler. Et moi, je pense qu'on aurait dû prendre la décision de l'annuler qui aurait fait monter légèrement les taux d'intérêt, mais qui aurait été plus supportable que l'espèce de chantage qu'on nous fait au nom de cette dette dans les économies libérales. Donc il faut pouvoir assumer, en tout cas de dire que c'est un outil possible, utile, qui a déjà été utilisé dans l'histoire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a annulé la dette allemande, par exemple. On n'a pas annulé la dette grecque, on a annulé la dette allemande après la guerre. Et donc là, par exemple, sur la dette Covid, je pense qu'on était en une situation extraordinaire qui fait qu'on aurait dû annuler la dette Covid. Et ça renvoie à autre chose. C'est que dire qu'on peut annuler la dette Covid, c'est aussi parce que notre banque centrale les possède. Et moi, je pense que ça pose le problème fondamental qui est posé depuis les années 70, au moment où on a décidé de rendre indépendants les banques centrales, et puis où progressivement on a été dans un système financier néolibéral. C'est que je pense qu'il faut sortir la dette des marchés. Voilà. Il faut arriver à trouver un moyen de revenir à un système, peut-être pas forcément tout à fait le même. Là, les économistes peuvent trouver des solutions. Il y en a qui sont mis sur la table, où dans le temps, on avait un système du Trésor qui faisait que la dette était en réalité appartenait aux États pour aller vite. Voilà. Et il n'était pas sur les marchés. Bon, ça a un intérêt évidemment majeur, c'est que les marchés ne nous tiennent pas quelque part quand c'est comme ça. Il y a des pays qui ont réussi à trouver des compromis. Par exemple, le Japon, c'est un exemple fréquent, 200% de dette, bien plus que nous, sauf que la dette, elle est possédée par les Japonais. Bon, en gros, si je schématise. Mais en tout cas, je crois qu'il faut réfléchir à un système qui définanciarise la dette quelque part, nous sorte des marchés. Voilà, ça c'est un petit peu. Et le dernier point, et j'arrêterai là, tu as raison de l'avoir dit, c'est qu'on regarde la dette publique, mais la dette publique, très souvent, est une façon de prendre une partie de la dette privée. Et la dette privée est beaucoup plus explosive pour nos économies. C'est par exemple l'endettement lié au suprême que la dette publique. Mais ça, c'est un sujet, évidemment, sur lequel on ne revient pas. Moi, je crois que derrière la dette, en réalité, c'est aussi, il y a la question aussi du partage des richesses qui est posée. Il y a un rapport de classe dans la question de la dette, c'est-à-dire à quoi elle sert. Est-ce qu'elle sert au système financier, ou est-ce qu'elle sert justement à l'intérêt général et au bien commun, et à ce cas-là être contrôlée par nos cadres, les cadres que nous donnons, notamment les États. Voilà un petit peu ce que je voulais dire comme introduction sur ce sujet. Merci Eric. Et je passe la parole à Éric Toussaint. Tout à fait favorable à l'annulation par la Banque centrale européenne
des titres quel souverain qu'elle détient dans son bilan. Donc, comme l'a dit Éric Coquerel, ça représente en moyenne pour les pays de la zone euro 20 à 25% de leur dette publique. Donc, si la Banque centrale européenne avait, ou si elle annulait ce montant, ça allégerait très fortement la dette publique des États de la zone euro. Ça réduirait le poids du service de la dette parce que les États de la zone euro, la France, remboursent à la BCE, verse les coupons, donc verse les taux d'intérêt sur les titres que la BCE détient, les titres français que la BCE détient. Donc ça réduirait le service de la dette pour l'État français et ça libérerait des marges pour d'autres dépenses. Donc là, accord total. Et c'est très grave que ce n'est pas du tout le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, bon, par exemple, justement, avec la période du Covid et avec l'orientation quoi qu'il en coûte, là, c'est au lieu d'aller imposer les grandes entreprises qui profitaient de la situation, les GAFAM pour les ventes en ligne, les entreprises pharmaceutiques qui faisaient des super profits en vendant à des prix complètement délirants les vaccins. Moderna, le coût de production d'un vaccin Moderna, c'est un peu moins d'€1. Et Moderna a vendu aux pays de la zone euro ce vaccin dans un premier temps à 20€. Donc 20 fois le coût de production. En plus, Moderna avait créé une entreprise dans le canton de Bâle, et donc en Suisse, et elle s'est fait payer par les pays de la zone euro pour à peu près 13 milliards de vaccins à son entreprise à Bâle, pour l'entreprise qui avait obtenu un tax ruling avec le canton de Bâle pour payer du 8% d'impôts. Donc l'orientation des pays de la zone euro et de Macron, ça a été, au lieu de financer la lutte contre le Covid en imposant ceux qui profitaient, les entreprises qui profitaient de la situation, il a explosé la dette en disant il n'y a aucun problème. Et donc pour nous, quelque part, ça crée une dette illégitime. Parce qu'on aurait pu se financer autrement que par la dette. Maintenant, s'il fallait quand même de la dette pour ça, pourquoi pas, mais quand on peut aller chercher l'argent de manière légitime pour financer le budget sans recourir à la dette, c'est encore mieux. Alors, effectivement, il y a pour nous des dettes tout à fait légitimes. Des dettes légitimes, c'est des dettes qui sont contractées pour des objectifs légitimes, par exemple, lutter contre le changement climatique, contre la crise écologique, financer la sortie du nucléaire, augmenter d'une manière radicale le réseau ferroviaire, et notamment en région urbaine et périurbaine. Toutes ces questions-là demandent des investissements. Tous ces investissements demandent des financements sur des périodes longues et très importants. Et là, la dette est un moyen de financer ce type de dépenses. Et il faudrait retourner effectivement à ce qui a fonctionné entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 80, ce qu'on a appelé le circuit du trésor, à savoir l'État plaçant dans des institutions financières des titres de sa dette et fixant lui-même les taux d'intérêt, le taux d'intérêt auquel il rémunère cette dette. Donc c'est quelque part un emprunt forcé auprès d'une série d'institutions qui seraient imposées par l'État français et les autres États de la zone euro. Et il pourrait y avoir par contre du côté volontaire, augmenter le rendement du livret A ou par d'autres formules, où là on encouragerait la population à consacrer, celle qui a une épargne, à consacrer son épargne
à des investissements de la bifurcation écologique, climatique, énergétique, et avec un rendement positif réel. Bon, ça c'est sur les dettes légitimes, mais on n'est absolument pas, malheureusement, dans ce type de situation. Avec la décision de la Banque Centrale Européenne de faire passer les taux d'intérêt à maintenant de 0% à 4,50%, les grandes banques privées placent en dépôt à la Banque Centrale Européenne des fonds et reçoivent des rémunérations très importantes sur ces liquidités, sans du tout faire rentrer ces liquidités dans l'économie réelle, et notamment dans des investissements qui serviraient à lutter contre le changement climatique, etc. Bon. Alors, la transition avec mon exposé, c'est dire qu'il y a une nouvelle crise de la dette qui affecte très fortement les pays du Sud. Ça va toucher les pays périphériques de la zone euro prochainement. Ça ne les affecte pas encore directement. Donc, mon sujet, c'est une écrasante majorité des pays sur cette planète, ceux qu'on désigne comme les pays du Sud global, sont touchés par une nouvelle crise de la dette. Et comment se manifeste-t-elle? Mais par le fait que toute une série de pays entrent en défaut de paiement. Les défauts ne sont pas généralisés, donc les suspensions de paiement ne sont pas généralisées pour le moment, parce que le Fonds monétaire international intervient avec une puissance de feu importante et a signé au cours des 3 dernières années une centaine d'accords pour fournir des crédits d'urgence aux pays qui en avaient besoin, de manière à ce qu'ils ne suspendent pas le paiement. Mais ils sont au bord de la suspension de paiement. Et les conditions fixées par le FMI pour octroyer ces crédits d'urgence sont draconiennes, c'est-à-dire encore plus de politiques de réforme, de contre-réforme néolibérale, plus de privatisation, plus de recouvrement des coûts en matière d'éducation et de santé, suppression de subventions aux produits de première nécessité, des subventions qui étaient octroyées par les gouvernements du Sud, et donc dégradation des conditions de vie des populations. Il faut savoir que selon la Banque mondiale elle-même, depuis la crise du Covid, il y a 100 millions d'êtres humains sur la planète, de plus sous la ligne de pauvreté extrême. C'est à peu près, disons, 1 milliard d'habitants sur 8 milliards. Et 1 milliard d'habitants, à peu près, sur 8 milliards, souffrent de la faim de manière structurelle. Et avec des conditions dégradées, les améliorations qu'on avait connues jusque, on va dire, selon les chiffres de la Banque mondiale, jusque 2018, sont abandonnées et au lieu de se rapprocher des objectifs du millénaire, on s'en éloigne. Alors la nouvelle crise de la dette, donc, elle s'exprime par notamment des difficultés de paiement et voire des suspensions. Donc, exemple de suspension, vous avez peut-être en tête que le Sri Lanka, qui était un modèle de réussite de politique néolibérale et d'ouverture de ces marchés, est entré en suspension totale de paiement en avril 2022, donc il y a un peu plus... il y aura presque 2 ans maintenant. Les politiques suivies par le gouvernement sri-lankais étaient telles que ça a provoqué une rébellion généralisée de sa population. Vous vous souviendrez du peuple entrant dans la résidence du chef d'État et se baignant dans sa piscine, et le chef d'État s'enfuyant du pays en hélicoptère. Le Ghana, qui était aussi un modèle de succès en Afrique, est entré en suspension de paiement en 2023. La Zambie, qui était aussi un succès, présenté comme un succès des politiques néolibérales, est entrée en suspension
en 2022 est toujours en suspension de paiement, n'arrive pas à trouver un accord avec les membres du Club de Paris, et la France est à la manœuvre dans la négociation avec la Zambie et avec les autres créanciers de la Zambie. Comment ou par quoi est provoquée cette nouvelle crise de la dette dont les pays du Sud global souffrent? Elle est provoquée par des chocs externes qui proviennent du Nord. Choc externe, il y a la pandémie du coronavirus à partir de 2020 et ses effets. Et je dis le Nord parce que le coronavirus a touché d'abord le Nord, a affecté les économies européennes, Amérique du Nord, et seulement après, c'est répercuté vers le Sud. Je ne mets pas la Chine dans le Sud global. Pour moi, la Chine, pour le CADTM, la Chine, dorénavant, est dans une catégorie à part. C'est la Chine, qui est la deuxième économie mondiale et qui surpassera bientôt les États-Unis et qui est un pays créancier et pas un pays débiteur. La Chine est créancière des États-Unis et créancière de toute une série de pays du Sud comme du Nord, dont les États-Unis. Parce que la Chine détient plus de 1000 milliards de dollars de titres du Trésor américain. À ce titre-là, elle est créancière des États-Unis et elle a un superavit commercial très important à l'égard des États-Unis. Donc, crise du coronavirus, qui pour des pays qui avaient, par exemple, s'étaient tournés à fond vers le tourisme, c'est le cas du Sri Lanka, voilà, arrêt des déplacements et crise terrible de revenus parce que les touristes ont disparu. Deuxièmement, les effets de la guerre en Europe, les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses répercussions en termes de spéculation sur le prix des céréales et le prix des combustibles, qui a affecté directement la facture d'importation de pays du Sud, comme l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie, mais de nouveau aussi le Sri Lanka, qui ont été convaincus par le FMI et la Banque mondiale d'abandonner le soutien à leurs producteurs de céréales, que ce soit de riz, de blé ou de maïs, et qui sont dépendants des importations de céréales, importations de céréales provenant en partie de l'Ukraine et de la Russie. Et on se souviendra que dans le mois qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu explosion du prix des céréales, alors que les récoltes n'avaient pas encore été affectées par l'invasion et que les flux d'exportation continuaient. Mais les grandes sociétés de commercialisation céréalière en ont profité et les grandes chaînes de distribution en ont profité pour le répercuter immédiatement dans le prix des pâtes, du riz, etc., dans les supermarchés. Là, ça a touché non seulement le Sud, mais le Nord. Mais alors, surtout, le choc externe principal, c'est la décision unilatérale des banques centrales du Nord à partir de mars 2022 pour la Réserve fédérale des États-Unis et quelques mois plus tard pour la Banque centrale européenne, la décision d'augmenter unilatéralement les taux d'intérêt. L'abandon du quantitative easing pratiqué depuis 2010-2013, selon on parle des États-Unis ou de la zone euro, l'abandon du quantitative easing pour passer au quantitative tightening, et donc le passage de 0% de taux d'intérêt à, aux États-Unis, 5,5% et pour la BCE, 4,5%. Pour la Banque d'Angleterre, qui a suivi tout à fait la Réserve fédérale, 5,5%. Ça, c'est répercuté immédiatement sur la situation des possibilités de refinancement des dettes des pays du Sud. Pourquoi ? Parce que tant qu'on avait des taux d'intérêt à 0%, les grands fonds d'investissement comme BlackRock, PIMCO, etc., achetaient des titres de la dette souveraine
émis par des pays africains, des pays asiatiques, des pays latino-américains, a du 4%, du 5%, du 6%. Parce que c'était du 0% sur les titres allemands, sur les titres français, sur les titres américains. À partir du moment où le rendement aux États-Unis passe à du 5%, les titres émis par les pays du Sud à du 5% sont plus intéressants pour eux. Les fonds, donc, ne sont plus intéressés par acheter des titres souverains du Sud et exigent des taux beaucoup plus élevés. Si je vous montre ici un site qui est peu connu, vous pouvez le voir là sur l'écran, c'est les rendements demandés par les investisseurs aux pays du Nord comme du Sud. Vous allez voir, c'est sur les titres à 10 ans, les rendements. Donc vous allez voir que pour le Japon, c'est un titre négatif, la dette japonaise, qui fait plus de 200% de son PIB, et donne le taux de la banque centrale japonaise, c'est toujours moins 0,10%. Vous pouvez voir que pour l'Allemagne, comme je l'ai dit, c'est 4,5% le taux de la banque centrale. Le rendement, il est de 2,4% sur les titres allemands. Mais si vous descendez dans ce tableau, qu'est-ce que vous voyez? C'est que les fonds d'investissement demandent un rendement sur les titres égyptiens de 27,7%, sur les titres turcs de 26%, sur les titres zambiens de 25,5%, sur les titres kenyans 18%. Avec des taux pareils, c'est-à-dire les exigences. En fait, ces taux-là, ce n'est pas les taux auxquels les titres sont émis, c'est les taux auxquels des investisseurs sont prêts à racheter les titres sur les marchés secondaires, le rendement qu'ils demandent. Donc, si un titre est émis il y a quelques années à du 6% et qu'un fonds d'investissement veut du 18%, il va dire « Moi, j'achète votre titre à 30% de sa valeur. Et je l'achète sur le marché secondaire à du 30% de la valeur, et ça va me donner, si c'était du 6%, grosso modo du 18%. Mais ça, c'est le rendement sur le marché secondaire. Mais c'est aussi le rendement qu'attend le fonds d'investissement en cas de nouvelles émissions. Donc, un fonds d'investissement va dire au Kenya, si vous voulez me vendre des titres en 2024, venant à échéance 5 ans plus tard, vous devez me promettre de 18%. Et là, le Kenya ne va pas pouvoir. Le Kenya ou n'importe quel autre pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers le FMI ou vers la Chine ou vers quelques partenaires bilatéraux qui vont leur proposer à des taux inférieurs, du genre 7-8%, le FMI va exiger du 8%, et fixer des conditionnalités très importantes. C'est dans cette situation-là qu'on se trouve. Le FMI vient de passer des accords avec une centaine de pays en 3 ans, demande grosso modo du 8%, et fixe des conditionnalités extrêmement dures. Ce qui se passe aussi, comme ces pays sont en partie en suspension de paiement sur une série de leurs titres anciens, des fonds vautours rachètent ces titres à des prix de décote très importantes, à 30% de la valeur, mais des fois à 10% de la valeur. Et là, ça m'amène à l'action des fonds vautours. Quand il y a une nouvelle crise de la dette, les fonds vautours, donc des fonds d'investissement, qui ne s'appellent pas vautours, évidemment, c'est la dénomination qu'on leur donne de manière péjorative, mais c'est des fonds d'investissement comme NML, Capital Investment de Paul Singer aux États-Unis. Il y a un autre fonds qui s'appelle Elliott Associates, qui est aussi aux mains de ce milliardaire financier du Parti républicain, Paul Singer. Ils achètent des titres de pays en difficulté et ils attendent le moment propice pour aller en justice contre ces pays et exiger le paiement
par ces pays de la valeur faciale à 100% du titre. Donc s'ils l'ont acheté à 10%, ils vont demander un remboursement lié à la valeur nominale faciale du titre à 100%, plus les intérêts de retard, plus des indemnités par rapport aux intérêts de retard. Ce qui peut donner du 2000% de profit sur certains titres. Par rapport à ça, quelques États, l'État belge, l'État français, l'État de la Grande-Bretagne, ont adopté une législation limitant les droits des fonds vautours. La loi la plus intéressante, c'est la loi belge de 2015. Le CRDTM a contribué à sa rédaction. La loi belge dit une chose extrêmement simple. Un fonds d'investissement qui va devant la justice belge contre un pays qui peut être le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Pérou, pour demander le plein pot sur les titres qu'il a achetés sur le marché secondaire. La loi belge dit un fonds d'investissement qui présente ce type de titres et vont en justice contre un État débiteur, le fonds en question ne peut prétendre qu'à une compensation équivalente au prix qu'il a payé pour acheter ces titres. C'est une loi très simple qui est d'une efficacité radicale parce que ça tue dans l'œuf l'intérêt d'aller en justice. Si, en allant en justice, on ne peut obtenir que le prix qu'on a réellement payé, ben, ça n'a aucun intérêt de mener l'opération en question. Mais ça ne peut avoir une efficacité internationale que si toute une série de pays adoptent ce type de législation. C'est très intéressant que la Belgique ait fait ça, et depuis lors, il n'y a plus de fonds vautours qui vont devant la justice belge parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais évidemment, ils vont ailleurs. Là, il y a la France qui, en décembre 2016, du temps de Michel Sapin, qui a adopté une législation qui est moins intéressante que la Belgique parce qu'elle exclut toute une série d'actions d'achat de titres décotés. Elle exclut l'application rétroactive, si vous voulez, de la loi. C'est à partir de 2016. Mais il y a des titres, pour vous donner un exemple, il y a des titres aux mains du Crédit Lyonnais, des titres cubains aux mains du Crédit Lyonnais datant de 1982, rachetés par un fonds vautour basé aux Bahamas pour une centaine de millions, qui fait l'objet d'un procès à Londres de ce fonds vautour qui s'appelle CRF contre Cuba. Ce fonds vautour demande 1 milliard d'indemnités à la justice britannique et a obtenu jusqu'ici gain de cause. Il y a une procédure d'appel. Et c'est des titres datant de 1982. Donc une loi adoptée en 2016 qui ne s'applique qu'à partir de 2016, c'est pas intéressant. Je signale que, et tu en sais quelque chose, c'est que le même gouvernement de François Hollande, lui, s'était pas gêné à faire passer une loi avec effet rétroactif par rapport aux prêts toxiques octroyés par les banques françaises ou autres aux municipalités. Là, on avait dit le fameux DEG, c'est ça ? L'avenant au contrat. Hein ? Oui, c'est-à-dire que dans ces emprunts toxiques, les emprunts étaient annulés quand les collectivités exerçaient une action de justice au prétexte que le taux effectif global était erroné parce que les emprunts étaient tellement tarabiscotés qu'ils n'arrivaient pas à le calculer ou ils ne le mettaient pas. Donc, le tribunal jugeant que le TEG était un élément central et obligatoire dans les emprunts, dans la mesure où il ne figurait pas, les tribunaux cassaient les emprunts et appliquaient le taux légal qui à l'époque était quasiment proche de zéro. Voyant ça, donc les banques ont obtenu de faire voter par le gouvernement, ce qu'évoquait donc Eric, une loi de validation rétroactive qui a validé rétroactivement les contrats qui étaient dépourvus de ce TEG. Et à partir de cette loi, les collectivités locales et les hôpitaux publics perdaient devant les tribunaux. Donc voilà. Donc dans un cas, on ne se gêne pas pour adopter une loi à effet rétroactif,
Et dans le cas de la loi Sapin limitant le droit des fonds vautours, on a dit non, pas d'effet rétroactif. La loi ne s'applique que pour les émissions de titres à partir de 2016, d'où le champ d'application de la loi française par rapport à la loi belge est tout à fait réduit. D'où un appel aux parlementaires de l'Assemblée nationale pour essayer de remettre le thème de l'adoption d'une loi protégeant les États contre l'action des fonds vautours, allant au-delà de la loi Sapin. Je vous disais que les actions des fonds vautours sont d'actualité. Je vais vous donner un exemple de 2023. Un fonds vautour basé aux États-Unis a acheté pour 16 millions de dollars le droit d'aller en justice contre l'État argentin dans l'affaire de la nationalisation de l'entreprise pétrolière YPF. L'État argentin, du temps de la présidence des Kirchner, péronistes, 2013, a nationalisé l'entreprise pétrolière qui avait été privatisée par Menem au profit de l'entreprise pétrolière espagnole Repsol. Un fonds vautour a acheté pour 16 millions un tout petit bout de titre qui lui a permis d'aller devant la justice de l'État de New York pour demander une indemnisation. Et une juge de l'État de New York a condamné l'Argentine à payer 17 milliards d'indemnités à ce fonds vautour. Et le fonds vautour, vous pouvez aller sur son site internet, dit c'était vraiment un bon investissement, on a dépensé 16 millions et on va ramasser 17 milliards d'indemnités. Le gouvernement péroniste précédent, qui vient d'être battu aux élections, hésitait à payer l'indemnité, mais maintenant Milei, lui, dit on va payer l'indemnité. Et Milei dit je vais créer un impôt spécifique qui s'appellera l'impôt Kicillof. Kicillof était le ministre de l'économie du gouvernement des Kirchner qui a procédé à la nationalisation, et il dirige maintenant la province de Buenos Aires. Donc les péronistes ont gardé un bout de pouvoir, et Milei, pour on va dire stigmatiser cette mesure-là, dit les Argentins vont payer un impôt Kicillof, ça va leur coûter très cher, et chaque année, ils verront sur leur feuille d'impôt que ça sert, à cause de Kicillof, à indemniser ce fonds qui a obtenu gain de cause devant la justice de New York. Donc c'est pour vous dire que les actions des fonds vautours, c'est pas du tout, comme on dit en Belgique, de la petite bière, c'est quelque chose de réellement costaud, avec des montants absolument considérables. Alors l'autre, et c'est mon dernier élément, je venais ici pour ajouter un thème qui est important. Il y a la question des fonds vautours, il y a la question de l'implication des créanciers privés lorsqu'il y a une restructuration de dette. Les créanciers privés, ça peut être des fonds vautours, mais ça peut être des grandes banques comme BNP Paribas, qui peut avoir créé un instrument spécial qui sera un fonds vautour, mais elle est aussi détentrice de titres de la dette de toute une série d'États africains ou d'autres États. Et lorsqu'il y a des problèmes de suspension de paiement, on prend la Zambie. La Zambie a principalement comme créanciers des créanciers privés, dont BNP Paribas, mais là, Glencore est le créancier privé principal de la Zambie. BlackRock est un des créanciers principaux de la Zambie.
On met autour de la table les différents créanciers, les créanciers publics réunis dans le Club de Paris, la Chine qui est un créancier public qui n'est pas dans le Club de Paris, se mettent autour de la table le FMI et la Banque mondiale qui sont créancières de la Zambie, et on invite, ou le Club de Paris essaye d'inviter les créanciers privés pour restructurer la dette. Ce qui se passe généralement, c'est que les créanciers privés refusent de participer à la restructuration de la dette, donc attendent que les créanciers publics, les multilatéraux, Banque mondiale et FMI, réduisent par exemple de 30% la dette, les créanciers du Club de Paris de 30% aussi, les Chinois, la Chine 30%, et les créanciers privés se refusent à une telle réduction et donc profitent de la réduction accordée par les pouvoirs publics qui redonne de la manœuvre au budget de la Zambie qui doit payer ses créanciers privés. Du coup, il y a la volonté dans certains parlements de dire en cas d'accord entre les créanciers publics en matière de restructuration de dette, il faut que les créanciers privés soient forcés de participer dans la même proportion à la réduction de la dette. Donc ça implique d'adopter une législation appropriée dans chaque pays pour dire, dans telle et telle condition, quand il y a un accord de restructuration de la dette, les créanciers privés sont forcés d'y participer. Et donc là, comme on avait eu un rôle important en tant que CADTM par rapport à la loi belge sur les fonds vautours en 2015, on a remis en avant notre volonté de faire passer au niveau du Parlement belge une loi aussi intéressante que celle qu'on a fait passer sur les fonds vautours. Et on est en passe de la faire adopter. C'est-à-dire, on va avoir les élections généralisées en Belgique en même temps que les européennes. Donc en Belgique, en 2024, on a les élections au niveau parlementaire et au niveau européen. Et donc on essaye, tant qu'on est toujours dans cette législature, on espère faire passer au mois de mai une loi qui dira, en cas d'accord de restructuration de dette entre les créanciers publics, les créanciers privés doivent y participer. Et on donne des exemples dans l'argumentation autour du projet de loi pour dire on a des banques belges qui, dans le cas de pays africains, se font rémunérer à du 24%. Alors que normalement, ces États, par rapport à leur ancien titre, payent du 5, 6 ou 7% aux différents, même aux créanciers qui détiennent leur titre de la dette souveraine. Mais pour ne pas être long, je m'arrête avec cela. Donc en tout cas, deux initiatives qui pourraient être prises au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une amélioration de la législation actuelle, dite loi Sapin, par rapport au fonds vautours, donc la loi de décembre 2016, et une nouvelle loi qui pourrait être adoptée pour impliquer de manière forcée les créanciers privés en cas de restructuration de dette. Et on pourrait donc, entre le groupe de travail qui agit pour le moment à l'égard du Parlement belge, on pourra avoir des contacts dans les semaines ou mois qui viennent si la NUPES, par exemple, était intéressée par une collaboration. C'est porté en Belgique par le Parti socialiste belge et ça devrait être soutenu par les Verts belges qui ont un poids significatif dans le Parlement belge, par le PTB qui est le parti de gauche radical qui a aussi un poids dans le Parlement belge, et on essaye d'obtenir que les démocrates chrétiens et d'autres partis appuient, parce que dans le cas de la loi belge de 2015, on avait eu quasi l'unanimité, et cette fois-ci,
ben, il nous faut une majorité, donc on doit aller chercher un secteur de la droite et réussir à la convaincre de s'allier à la gauche et au centre pour faire adopter cette législation, mais il semble que ce soit possible qu'on y arrive. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci Eric. Là, tu nous as... Merci Eric, en tout cas. À bientôt. En tout cas... Ton livre, alors tu m'offres pas ton livre? Je croyais que tu l'avais. Non, je ne l'ai pas. Merci. Merci pour ton exposé, très clair, j'ai trouvé, et qui, bien sûr, nous donne un peu de travail. Je pense à notre commission des finances, ça peut être au sujet autour de la dette, ces deux aspects peut-être vont nous amener à creuser cela collectivement, et peut-être aussi avec les associations telles Attaque, avec qui il faudra aussi discuter sur ces deux points-là. Mais maintenant, peut-être que ce serait bien, si vous avez des questions, peut-être d'échanger entre nous sur ce qui a été... je pense il nous reste... Alors, on est pris par le temps, parce qu'il y a, à 11h pile, on a quand même encore 20-25 minutes pour discuter de ce que vous voulez sur cette question des dettes. Quelques publications du CADTM qui sont là si vous voulez regarder, et que si vous voulez recevoir des infos sur l'actu de la dette dans le monde, je vais faire circuler une feuille et vous pouvez vous mettre votre mail. C'est tout. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, j'avais une question. Vous évoquez les causes de cette crise de la dette dans les pays du Sud, et notamment, effectivement, la fin des politiques monétaires accommodantes au Nord de la part de la BCE, de la Fed, de la Banque d'Angleterre. La question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'il y avait d'autres solutions, dans le sens où ces politiques monétaires accommodantes, elles avaient quand même d'autres défauts. Elles alimentaient quand même beaucoup la spéculation sur les marchés obligataires, du fait que le seul moyen de faire du bénéfice sur les obligations, c'était de faire des plus-values à partir du moment où elles rapportent plus rien. Donc est-ce que cette phase, finalement, on va dire, qui va de la crise des subprimes jusqu'à la crise du Covid, était pas de toute façon une parenthèse, et qu'il fallait trouver d'autres moyens de gérer la liquidité au niveau européen et américain et au niveau international. Et donc, est-ce que finalement, c'était pas un peu inévitable qu'à un moment les taux d'intérêt allaient remonter, et qu'il y avait une question d'anticipation ou de créer d'autres circuits de la dette pour effectivement que les dettes publiques des pays du Sud ne soient pas finalement sensibles à ce qui se passe dans les choix de banques centrales du Nord. Merci. Oui, mais c'est clair que c'est clair que cette politique devait et allait prendre fin. D'ailleurs, dans le dernier article que Maxime et moi on a préparé, et qui a été publié le 18 janvier, donc je vous le montre là, juste à la fin, on a exactement, autour de ton intervention, autour du thème de ton intervention, on s'est posé la question, c'est-à-dire en disant l'avocat du diable, l'avocat des créanciers, pourrait dire, enfin, c'est clair que ça ne pouvait pas durer. C'est clair que les gouvernements du Sud auraient dû prévoir que la situation allait tourner. Et notre réponse est de dire, c'est une réponse extrêmement importante à dire à l'égard des créanciers, c'est que c'est aussi de la responsabilité des créanciers de vérifier la solvabilité dans la durée des débiteurs. Et d'ailleurs, les créanciers privés qui octroient des prêts à des privés, à des familles, etc.,
se gênent pas d'aller vérifier leur solvabilité, d'obtenir des garanties pour leurs créances. Et donc, ce que nous répondons, c'est que les créanciers savaient très bien que la situation allait tourner. Comment se fait-il qu'ils aient acheté massivement des titres du Rwanda, un des pays plus pauvres, parmi les plus pauvres de la planète, de l'Éthiopie et de toute une série de pays que dans un article précédent, je liste en montrant à quel point les pays d'Afrique subsaharienne qui n'avaient jamais eu accès à l'émission de titres ont pu vendre des titres à du 4, 5, 6% avec des acheteurs sans aucun problème, si tu veux, entre grosso modo en 2018 et 2020 ou en 2013 et 2020 pendant le quantitative easing, ils n'ont eu aucun problème. Et donc les créanciers qui ont acheté de ces titres, on devrait pouvoir leur dire, mais vous deviez prévoir que la situation allait tourner. Et vous avez demandé d'ailleurs des rendements de 5-6% qui étaient bien supérieurs aux rendements que vous obteniez en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est une prime de risque, et donc vous devez prendre le risque. Vous ne pouvez pas maintenant dire, mais non, on ne peut pas participer de restructuration, de dette radicale, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour moi, qui est fondamentale, si on se situe du point de vue des pays du Sud et de leur gouvernement, c'est que un contrat, l'application d'un contrat et le respect d'une obligation internationale est soumis à certaines conditions. S'il y a un changement fondamental de circonstances et que le débiteur, une des parties du contrat, n'est pas responsable du changement fondamental de circonstances, mais que c'est l'autre partie, et dans ce cas-là, le créancier, qui a changé lui-même fondamentalement les circonstances par sa décision unilatérale, le débiteur du Sud peut dire, parce qu'il y a changement fondamental de circonstances, l'application de mes obligations internationales sont suspendues pour raison de force majeure et changement fondamental de circonstances, et je suis en droit de suspendre le paiement de ma dette sans qu'on puisse me prélever des intérêts de retard sur celle-ci. Et pendant la suspension, je procède à un audit de la dette, je vois quelle est la partie légitime, etc. Et donc, comme CADTM, nous invitons les gouvernements des pays du Sud à prendre des mesures d'autodéfense. Et aussi à s'appuyer sur ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'en fait, ça rappelle d'une certaine manière ce qui s'est passé à la fin des années 70, la grande crise de la dette de 1982, qui a été la conséquence de la décision de la Réserve fédérale des États-Unis, sa décision en octobre 1979, juste avant que Reagan devienne président des États-Unis, d'augmenter les taux d'intérêt. C'est ce qu'on a appelé le choc Volcker. C'est le président de la Banque centrale des États-Unis s'appelait Paul Volcker. Et ça a provoqué une augmentation radicale des taux d'intérêt qui a créé d'énormes problèmes pour les pays du Sud et notamment le Mexique et à sa suite toute une série d'autres pays. Et donc on se retrouve plus de 40 ans plus tard dans une situation un peu comparable avec donc une très grande crise qui vient de commencer, même si elle est limitée dans ses effets par le fait que pour éviter le côté dramatique de la crise des années 80, on a le FMI qui intervient directement, massivement, pour limiter les dégâts en tant que pompier, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Moi, j'ai une question, si tu permets, dans la même ligne, parce que tu viens de dénoncer pour moi un peu le côté politique et un petit peu vertueux de ce qu'il faudrait faire et de se protéger avec une législation. Encore faut-il que les pays puissent la mettre en place ou la voter. Donc des pays comme la Belgique ou la France qui peuvent avoir, enfin qui ont une économie un petit peu, on va dire, dominante, peuvent le faire, ou peuvent aussi produire, comme tu parlais de quantitative easing, peut-être que tu peux en dire un mot, peut-être pour éclaircir un petit peu ce concept qui permet éventuellement plus facilement de faire rouler des dettes sans que les créanciers effectivement puissent râler, parce que c'est une espèce d'autoproduction de la Banque centrale de sa monnaie et qu'elle peut donc éliminer. Donc il y a un rapport de nullité à la fin. Mais des pays du Sud, eux, ne sont pas dépendants des mêmes mécanismes forcément. Donc par rapport à ton expérience de ce que tu as connu en Équateur avec le Coréo en 2007, etc., quand vous allez faire un audit et déterminer effectivement qu'une partie de la dette est dite illégitime, donc illégitime, ça veut dire qu'on va forcément finir par payer une dette, ça... On n'a jamais une annulation complète, etc., parce qu'il faut garder une espèce de confiance des créanciers. Mais à déterminer effectivement ce que c'est l'illégitimité, c'est-à-dire effectivement toute la charge de la dette qui a été, comme tu l'as dit, un renversement à un moment donné des créanciers qui imposent leurs conditions et qui mettent du coup à genoux des pays qui avaient des dettes au début qui étaient effectivement remboursables. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le rapport de force. Parce qu'effectivement, des pays peuvent à un moment donné dire « Ok, on va renégocier, on va mettre les créanciers privés autour de la table ». Mais généralement, quand le FMI vient dire « Ok, on peut renégocier la dette », c'est aussi sous des conditions, vous l'avez dit, qui vont être néolibérales, qui vont effectivement aggraver la dette sociale, qui font que sur un temps long, ils auront d'autant plus de mal à avoir eu les bons investissements pour relancer la dette. Donc, pour un pays comme à un moment donné d'Amérique du Sud, comment vous arrivez à négocier? On comprend bien le côté légitime, mais sur le rapport de force pour dire ok, on va enlever la moitié de la dette illégitime. Est-ce que c'est une fois l'intérêt des créanciers de dire oui, on voit qu'il y a des mécaniques économiques qui font qu'on va plus gagner d'argent à la fin, donc on reste quand même dans un système qui n'est pas forcément très vertueux ou intéressant dans la répartition de l'argent, ou est-ce que c'est parce que quand même de temps en temps les pays du Nord arrivent à se mettre d'accord sur des valeurs, ou est-ce que c'est vraiment in fine pour des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI de dire les créanciers vont y gagner, mais nous aussi on va y gagner en termes de domination politique dans le monde. Enfin, du coup, est-ce que l'annulation de cette dette est légitime et bénéfique sur le long terme pour les pays où on voit bien qu'on peut avoir des investissements, mais généralement, voilà, tu peux nous donner des cas pratiques. Le cas de l'Équateur est tout à fait intéressant. Donc, j'ai participé à la commission d'audit de la dette de l'Équateur pendant 14 mois, de juillet 2007 à septembre 2008. J'ai continué à participer à ces travaux jusqu'en 2011, mais la période de gros travail, ça a duré 14 mois. On a donc analysé 30 ans d'accumulation de dettes, la période 1976 à 2006, d'accumulation de dettes par l'État équatorien, et on a identifié toute une série de dettes illégitimes. On avait une mission, donc la commission était composée de délégués des mouvements sociaux équatoriens, de 4 organes de l'État, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, la commission anticorruption et la Cour des comptes, et 6 experts étrangers. J'étais un des 6 experts étrangers. On était 2 Européens dans les 6 experts étrangers. Et sur la base de notre travail, qui avait été dicté, les termes de notre travail, nos termes de référence avaient été dictés par un décret présidentiel qui nous donnait comme mission de faire un audit intégral de la dette pour identifier la partie illégitime. Et un audit intégral de la dette, ça voulait dire non seulement analyser, par exemple, les termes des contrats, les taux d'intérêt, les montants, qui avait perçu les montants qui devaient être versés, quels montants avaient été remboursés et à qui. Cet aspect-là évident d'un audit. Mais un audit intégral, c'était aussi quel est l'impact sur l'environnement de toute une série de projets. Quel est l'impact
de la construction d'un barrage financé par la coopération italienne ou française. Quel est l'impact de telles politiques imposées par la Banque mondiale et le FMI et financées par de la dette. Et donc, c'est un audit intégral. Bon, l'Équateur a choisi alors une partie des dettes que nous avions identifiées comme illégitimes. C'était des dettes sous la forme de titres souverains qui venaient à échéance en 2012 ou en 2030 et a suspendu complètement le paiement de sa dette de manière unilatérale, sans entrer dans une négociation, sans demander son avis au FMI, à la Banque mondiale et au Club de Paris. Donc, du jour au lendemain, l'Équateur a dit, sur la base de l'audit qui avait été publié, nous suspendons le paiement de ces deux titres 2012-2030. Ces titres ont piqué du nez sur le marché secondaire, se sont vendus à du 20% de leur valeur, et l'Équateur, sur le marché secondaire, a confié à une banque bien connue, qui est présente ici en France, c'est la Banque Lazare, le rachat de titres. Sur le marché secondaire, les banques rachètent des titres. La Banque Lazare avait passé un accord avec l'Équateur. Et donc la Banque Lazare a racheté pour le compte de l'Équateur des titres à du 20-22%. Quand l'Équateur a atteint un certain montant, une certaine masse critique des titres, après 6 mois, l'Équateur a dit « Bon, finalement, je suis prêt à vous racheter sur le marché secondaire tous les titres en circulation. » Il n'a pas dit qu'il en avait déjà acquis. Et je les rachète à 30% de leur valeur. Et du coup, il a racheté massivement 91% des titres et il a pu annoncer en juin 2009, j'avais fait une offre, 91% des titres m'ont été revendus, je les ai rachetés, je les ai payés, ils n'existent plus. Les 9% qui n'ont pas été proposés au rachat n'ont plus de valeur parce que mon offre allait jusqu'à cette date et l'affaire est terminée. Et effectivement, l'affaire a été terminée. Et pourquoi est-ce possible de faire ça? Parce que il y a ce qu'on appelle les clauses d'action collective dans l'émission de titres. C'est quand un État réussit à ce que 75% des détenteurs participent à la restructuration, des créanciers, si vous voulez, quand 75% participent, il n'y a pas de possibilité de représailles judiciaires parce que la clause de la majorité des 3/4 s'applique et s'impose à la partie qui n'a pas voulu participer de manière volontaire à la restructuration. Et donc l'Équateur s'en est sorti extrêmement bien. Donc là, c'était une victoire extrêmement importante parce que du coup, le service de sa dette a fortement baissé et l'Équateur a pu augmenter très fortement en 2010, 11, 12 les dépenses en matière de santé, d'éducation, a augmenté les salaires dans la fonction publique, etc. Après, maintenant, ce qui s'est passé, le tournant du gouvernement Rafael Correa, c'est une autre histoire. Il a abandonné le projet de ne pas exploiter le pétrole dans l'Yasuni, mais ça serait un autre débat et j'ai écrit longuement là-dessus, en détail, sur l'expérience équatorienne. Donc, pour moi, ma réponse, c'est il est possible pour un État d'agir de manière souveraine et unilatéralement par rapport à ses créanciers. Mais il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et il faut, dans certains cas, utiliser, y compris, les contradictions entre créanciers. S'il faut utiliser de manière tactique la Banque Lazare ou une autre banque pour commencer à acquérir une masse critique de titres, pourquoi pas? On lui verse une commission, ça fait partie du coût de l'opération, mais au bout du compte, on y gagne.
Et Lazare s'est pas vanté d'avoir fait ça. Hein. Mais Lazare, c'était du temps de Pigasse, qui est le patron en partie du Monde, comme vous le savez, et des arts occultibles. Pigasse s'était spécialisé dans aller chercher des gouvernements progressistes et de leur dire moi je connais les règles du jeu du côté des banques et je peux vous aider si vous me versez une commission. Donc il avait été trouvé Chavez, il avait été trouvé Morales, il a mené des opérations à différents niveaux. Une dernière question, ou deux dernières questions si vous voulez. Sinon... Et alors, juste dire, l'idée, tu dis, il faut garder la confiance des marchés. Mais personnellement, j'en suis pas du tout convaincu de la nécessité de garder la confiance des marchés. Et je pense que c'est cette idée-là qui est dans la tête d'à peu près tous les ministres des Finances des pays du Sud ou du Nord. Cette idée qui est maintenant tout à fait ancrée fait qu'il y a une soumission au marché. Je m'explique. On a une série d'exemples de pays qui ont pris des mesures très fortes, unilatérales, et sans s'embarrasser de cet argument-là, et qui s'en sont très bien tirés. Donc des pays qui suspendent le paiement de leurs dettes. Je peux te donner le cas, et j'ai aucune sympathie pour le gouvernement de Yeltsin, de la Fédération de Russie en 98. Son ministre de l'économie, il s'appelait Poutine à l'époque, et c'était le président Yeltsin. La Russie a fait défaut sur sa dette, on a dit que ça allait être une catastrophe pour la Russie, et elle a réussi, en faisant un défaut unilatéral sur sa dette, d'imposer ensuite aux créanciers privés des concessions extrêmement importantes. Et ce qui se passe du côté des créanciers privés, si tu veux, c'est qu'il y a des créanciers privés qui vont perdre dans cette action. Mais les autres créanciers privés, ils vont se dire, le pays a réussi à obtenir, par son action intempestive et unilatérale, une réduction de sa dette, ses finances vont mieux, du coup, je peux lui prêter, parce qu'il est en meilleures conditions financières. Donc l'idée qu'une action unilatérale qui va à l'encontre des marchés va provoquer définitivement du côté des marchés une réaction de rejet à l'égard du pays, elle est fausse. Elle est une idée qui est répandue systématiquement pour amener les gouvernements, qu'ils soient du Nord ou du Sud, à se dire non, je ne peux pas entrer en conflit avec les marchés. Et pour moi, à un moment donné, les Kirchner, sur la base du succès de l'Équateur, à un moment donné, les Kirchner et leur ministre des Finances m'avaient consulté, mais on ne s'est pas entendu. Mais je leur disais, vous avez un taux de croissance de 8%. Après, l'Argentine est rentrée en suspension de paiement fin décembre 2001 pour 69 milliards de dollars, tout en dette à l'égard des créanciers privés. Okay ? À partir de 2002, la récupération économique a commencé. Et en 2003 jusqu'en 2008, taux de croissance économique de l'Argentine de 8%. Et l'Argentine voulait... Il y avait une obsession du côté de l'Argentine de dire on veut un accord avec le Club de Paris, on veut réavoir la confiance des marchés, etc. Et pour avoir la confiance des marchés, il faut un accord avec le Club de Paris. Et je leur disais, mais pourquoi ? Vous êtes en train de démontrer que vous avez du 8% de taux de croissance sans émettre de titres sur les marchés. Mais bon Dieu, continuez. À partir de votre croissance qui est importante, prélevez des impôts sur les exportateurs de soja transgénique et les matières premières,
et financer votre budget aussi par de la dette publique interne. Ils ont voulu absolument l'accord avec le Club de Paris, qui était un mauvais accord en 2013, et ils ont repris des paiements avec le Club de Paris, et du coup, ils ont pu avoir accès au marché financier, mais sans en avoir absolument un besoin absolu, quoi. Donc, non seulement on peut entrer en conflit avec le marché financier et quand même avoir un financement des marchés financiers, mais je dirais, mais bon Dieu, si on peut se passer des marchés financiers et d'émettre des titres sur les marchés financiers, pourquoi s'en priver? Et c'est un peu ce que Éric Coquerel disait tout à l'heure, il faut arrêter de mettre sa dette sur les marchés financiers. Il y a moyen de faire de la dette publique autrement qu'en ayant recours aux marchés financiers. Et d'ailleurs, le recours de la France à l'égard des marchés financiers, ça a commencé malheureusement sous Bérégovoy à partir de 83-84. Et mon ami Benjamin Lemoine a sorti un bouquin très bon là-dessus, que je vous invite à lire d'ailleurs, sur comment a très bien fonctionné le circuit du Trésor jusqu'à cette époque-là, quoi. Et pourquoi c'était une erreur de changer cela. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci Eric pour